Regardez vos supermarchés. Regardez ces hangars de métal et de béton, baignés sous une lumière fluorescente blafarde qui semble vouloir désinfecter jusqu'à votre âme. Regardez ces allées silencieuses, peuplées de fantômes poussant des chariots chromés, où le seul bruit est celui, mécanique, d'un code-barre que l'on scannait. Là-bas, à New York, à Londres, à Dubaï ou à Tokyo, vous ne faites pas des courses, vous participez à un processus industriel de logistique calorique. Vous achetez des objets. Des objets de consommation boursouflés, standardisés, dont la seule fonction est de remplir un vide stomacal sans jamais éveiller l'esprit. Des tomates qui ressemblent à des billes de billard rouges, dures comme du plastique, cueillies vertes à des milliers de kilomètres et gazées à l'éthylène pour simuler une maturité qui n'existe pas. Des poulets enfermés sous vide, lavés au chlore, dont la chair n'a jamais connu le vent ni le soleil. C'est l'apocalypse du goût, une hégémonie du plastique où tout est stérile, tout est mort, tout est emballé dans du nylon pour que vous ne puissiez surtout pas sentir l'odeur de ce que vous allez ingérer. Vous vivez dans un néant aseptisé, et le pire, c'est que vous pensiez que c'était cela, la modernité. Mais aujourd'hui, le voile se déchire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un réveil brutal. Nous allons parler de ce moment où l'homme-machine, ce citoyen du monde nourri aux barquettes de polystyrène, franchit pour la première fois les frontières d'un véritable marché de plein vent en France. Ce n'est pas une simple promenade touristique. C'est une gifle sensorielle. C'est l'effondrement total d'un dogme mondial. Bienvenue dans la première partie de cette déconstruction, la TANSAT, le massacre de vos habitudes industrielles par le sanctuaire de la saveur française. Imaginez l'étranger. Appelons-le le touriste du plastique. Il arrive en Provence, ou peut-être en Bretagne, un samedi matin. Il a l'habitude des environnements contrôlés. Pour lui, la nourriture est une commodité silencieuse. Et soudain, il tourne au coin d'une ruelle médiévale et il le voit. Le marché. C'est un chaos organisé, une explosion chromatique qui ferait passer un écran 8K pour une relique en noir et blanc. Il reste là, pétrifié, au bord du trottoir. Ce qu'il voit n'est pas un lieu de vente, c'est un théâtre de la vie. Il voit des montagnes de faux mets, fromage. Pas de petites portions triangulaires emballées individuellement dans de l'aluminium. Non. Des meules de comté massives comme des roues de charrette, dont la croûte porte encore la poussière des caves d'affinage. Des pyramides de chèvres cendrées qui dégagent une odeur sauvage, puissante, presque érotique, une odeur qui crie que la nature est là, qu'elle fermente, qu'elle vit. Il voit des ronds de camembert dont le cœur coule doucement sur le bois des étals, défiant toutes les lois de l'hygiène aseptisée des anglo-saxons. Pour lui, c'est terrifiant. Pour nous, c'est le parfum de la vérité. Et que dire du balai des hauts, huîtres? Des paniers d'osier remplis à ras-bord de coquillages encore humides, couverts d'algues et d'eau saline, ouverts à la volée par un poissonnier dont les mains sont burinées par le sel et le froid. Le touriste s'approche. Il n'a jamais vu une nourriture aussi vivante. Dans son monde, le poisson est un filet blanc et anonyme, sans tête, sans yeux, sans passé. Ici, la mer vous regarde dans les yeux. Le homard bouge encore ses pinces. La dorade luit d'un éclat d'argent pur. C'est une confrontation physique avec la source. L'étranger réalise que toute sa vie, on lui a servi des cadavres alimentaires transformés, alors qu'ici, on lui propose de communier avec l'élément. Mais le véritable point de rupture, le moment où la psychologie du visiteur bascule dans le tragique, c'est la rencontre avec le cachua, la tomate, française. Regardez-le prendre cette tomate. Elle n'est pas ronde. Elle est irrégulière, côtelée, parfois énorme, marbrée de vert, de jaune et d'un rouge sans profond. Il la porte à son visage, par réflexe. Et là, c'est l'illumination. L'odeur. Cette odeur verte, terreuse, sucrée, puissante, qui s'échappe de la tige. Une odeur qu'il avait oubliée, ou qu'il n'avait peut-être jamais connue. À cet instant précis, l'étranger comprend qu'il a été victime d'une trahison planétaire. Il réalise que les tomates qu'il achète à Londres ou à Los Angeles ne sont que des balles de cellulose gorgées d'eau filtrée. Il comprend que le système industriel mondial lui a volé sa capacité de ressentir pour maximiser les profits de la logistique.
Il se sent comme un prisonnier à qui l'on viendrait de montrer le soleil pour la première fois. Pourquoi est-ce si bon ici? Pourquoi est-ce que ça sent la vie? Parce qu'en France, la terre ne ment pas. Parce que le marché est le dernier endroit au monde où le produit ne s'adapte pas au transport, mais où l'homme s'adapte à la saison. C'est une insulte à la logique capitaliste, ici, si ce n'est pas la saison, ça n'existe pas. Et cette rareté crée le sacré. Le marché français est une attaque frontale contre tous les sens. C'est une cacophonie magnifique. Les crieurs qui vantent leurs melons du Quercy ou leurs fraises gariguettes avec une verve qui rappelle les tribuns de l'Antiquité. Ce n'est pas du marketing, c'est de la passion brute. Le bruit des couteaux qui découpent la charcuterie, le craquement du pain que l'on rompt pour une dégustation improvisée, le rire des commerçants qui connaissent le prénom de chaque grand-mère du quartier. L'étranger est submergé. Dans son monde, on porte des écouteurs au supermarché pour s'isoler du vide. Ici, il est forcé de se connecter au plein. Et puis, il y a l'odeur de la rôtisserie. Ce parfum de poulet fermier qui dort lentement à la broche, dont la graisse coule sur un lit de pommes de terre rissolées, infusées de thym et de romarin. Pour le touriste américain, habitué au « buquet » de poulet frit industriel aux épices chimiques, c'est un choc existentiel. Il voit la peau croustillante, il sent l'herbe de Provence, il voit la vapeur s'élever dans l'air frais du matin. Et là, souvent, les larmes montent. Ce ne sont pas des larmes de joie pure. Ce sont des larmes de regret. Ce sont les larmes d'un homme qui réalise qu'il a gâché 30 ans de sa vie à ingérer du carton-pâte alors que cette splendeur existait. Il pleure sur la pauvreté émotionnelle de son propre pays. Il réalise que faire ses courses peut être un acte de bonheur pur, et non une corvée entre deux réunions Loom. Il voit les Français se promener avec leurs paniers en osier, s'arrêter pour discuter, prendre le temps de choisir chaque pêche, chaque abricot, comme s'ils choisissaient une pierre précieuse. Il comprend que les Français ne sont pas lents, ils sont les seuls à avoir compris comment habiter le temps. La suprématie du marché français réside dans ce refus catégorique de la standardisation. Ici, on célèbre l'imperfection. La carotte tordue qui porte encore un peu de terre. La pomme qui a une tache parce qu'elle n'a pas été traitée aux pesticides de synthèse. Pour l'étranger, habitué à la perfection plastique et stérile des rayons de Whole Foods, c'est une révélation, la beauté réside dans la vérité, pas dans l'apparence. La France a décidé que la nourriture était une religion, et le marché est son temple. Le monde industriel nous a transformés en tubes digestifs. Il nous a appris à ne plus regarder ce que nous mangeons, pourvu que ce soit rapide et bon marché. Mais le marché français est une machine à remonter le temps. Il nous ramène à une époque où l'homme était en contact avec sa terre, avec ses saisons, avec ses semblables. L'étranger qui repart d'un marché avec son sac en papier craft rempli de trésors ne porte pas seulement de la nourriture. Il porte un fragment d'humanité. Il porte une preuve que le monde peut encore être beau, odorant et vivant. Nous, Français, nous regardons ces touristes avec une pointe de pitié amusée. Nous les voyons s'extasier devant un radis ou une tranche de pâté de campagne comme s'ils découvraient le Saint Graal. Nous oublions parfois que ce qui est pour nous une routine du samedi matin, pour le reste de la planète, un rêve éveillé. Nous oublions que nous sommes les derniers gardiens d'une civilisation du goût qui refuse de capituler devant le rouleau compresseur de la malbouffe globale. Le marché n'est pas un lieu de commerce, c'est un acte de résistance. C'est le lieu où la France dit « non » au plastique, non au silence des supermarchés, et non à l'oubli des sens. L'étranger est choqué parce que le marché lui rappelle qu'il a une âme, et que cette âme a besoin de plus que de calories, elle a besoin de beauté. Mais attention! Ce n'est pas seulement une question de goût. Ce n'est pas seulement une question de couleur. Car derrière ces étals colorés se cache une structure sociale et politique d'une puissance inouïe. Le choc visuel n'est que la porte d'entrée. Une fois que l'étranger a goûté à la tomate, il va devoir affronter quelque chose de bien plus perturbant, la connexion humaine. Car dans ces marchés, on n'achète pas seulement un produit, on achète un morceau de l'autre. Et c'est là que la véritable révolution commence. Préparez-vous pour la suite. Car après le choc des sens vient le choc des cœurs. Nous allons voir comment l'art de la conversation française transforme un acte d'achat en un rite sacré,
et pourquoi le monde entier, après avoir goûté au marché, ne pourra plus jamais regarder un supermarché sans une envie de révolte. Gémini noix. Mais ne vous y trompez pas. Ce choc d'essence, cette ivresse des couleurs et des parfums n'est que la porte d'entrée d'un labyrinthe bien plus profond, bien plus troublant pour l'esprit moderne. Car une fois que l'œil s'est habitué à la splendeur des étals, une fois que la narine a cessé de frémir devant l'arôme des herbes de Provence, l'étranger est frappé par une seconde décharge, plus lente, plus insidieuse, la décharge de l'humanité pure. C'est ici que commence la véritable malédiction de la fraîcheur. Bienvenue dans la phase de la déconstruction sociale, là où le panier d'osier devient une arme de résistance massive et où le marché français se révèle pour ce qu'il est vraiment, le dernier bastion de la dignité humaine dans un monde qui a choisi de devenir une machine. Regardez cette scène, celle que vous, Français, considérez comme banale, presque agaçante les jours de pluie. Un étranger, disons un homme d'affaires de Francfort ou un ingénieur de Séoul, attend son tour devant l'étal d'un fromager. Dans son monde, une transaction est une équation mathématique, produit à plus prix B égale sortie C. Vitesse, silence, efficacité. Mais ici, le temps se liquéfie. Il observe avec une incompréhension qui frise la démence le client devant lui, une vieille dame du quartier, discuter pendant 5 minutes avec le marchand. De quoi parle-t-il? Du prix? Non. Il parle de la santé de la chèvre qui a produit ce pélardon. Il parle de l'humidité de la cave où le roquefort a dormi. Il parle de la météo de dimanche dernier. L'étranger bouillonne. Sa montre connectée lui hurle qu'il perd son temps. Mais soudain, son regard croise celui du fromager. Le marchand ne le voit pas comme une carte de crédit sur pattes. Il l'observe avec une curiosité anthropologique. Goûtez-moi ça, monsieur. C'est un vieux Cantal, il a le goût de la montagne en automne. Et là, le miracle se produit. En acceptant cette petite lamelle de fromage offerte au bout d'un couteau, l'étranger ne fait pas qu'ingérer des calories. Il entre dans une conversation. Il réalise que le marché n'est pas un lieu de commerce, c'est un parlement de l'âme. Ici, le dialogue est le véritable produit, et la nourriture n'est que le support de la connexion humaine. Dans les rayons de ces supermarchés stériles à l'autre bout du monde, personne ne lui a jamais offert un morceau de vérité. Personne ne lui a jamais parlé de la personnalité d'un fruit. Il comprend que toute sa vie, il a été traité comme un processeur de données, alors qu'ici, on le traite comme un convive. C'est un choc culturel d'une violence inouïe. L'étranger réalise que ce qu'il appelait paresse française ou manque d'efficacité est en réalité une forme de sagesse supérieure, presque divine. Passer 3 heures un samedi matin pour acheter 6 œufs, un poulet et une botte de carottes? Le monde entier crie au gâchis de productivité. La France répond par un sourire dédaigneux. Quel est le but de la productivité si ce n'est de gagner du temps pour faire exactement cela? Le marché est la preuve vivante que les Français ont résolu l'équation de l'existence. Ils ne travaillent pas pour posséder plus de plastique, ils travaillent pour pouvoir s'arrêter devant un étal de fraises et débattre de la supériorité de la sifflorette sur la gariguette. C'est une révolution temporelle. L'étranger se sent comme un esclave qui vient de découvrir que ses chaînes sont en papier. Il regarde son propre pays, ses propres villes où les gens courent après des chimères, et il ressent une pitié infinie pour sa propre culture. Vient alors la phase de la confession, celle que nous entendons dans la bouche de chaque voyageur qui a osé s'immerger vraiment, je ne pourrai jamais revenir en arrière. C'est une condamnation. L'étranger est désormais un exilé sensoriel. Il imagine son retour chez lui. Il revoit, avec une précision chirurgicale, l'enfer du supermarché local. Les lumières néons qui font mal aux yeux. La musique d'ambiance insipide conçue pour vous mettre dans un état de transe consumériste. Les aliments emballés sous 3 couches de polymère, comme s'ils étaient radioactifs. L'absence totale d'odeur, si ce n'est celle du produit d'entretien pour sol. Et surtout, ce silence de mort entre les clients. Ce vide émotionnel où l'on évite le regard de l'autre, où l'on scannait soi-même ses articles pour ne plus avoir à adresser la parole à un être humain. Il réalise que sa vie d'avant était une existence de rat de laboratoire dans une boîte transparente.
Son obsession pour la commodité l'a rendu infirme. Il a sacrifié le goût pour la rapidité, la rencontre pour le parking gratuit, et l'âme pour la climatisation. Le marché français lui a montré ce qu'il a perdu, la texture de la vie. Il sait maintenant que lorsqu'il rentrera, chaque bouchée d'une pomme de supermarché aura le goût de la trahison. Il sera ce paria qui, à New York ou à Berlin, passera ses week-ends à chercher désespérément un « farmer's market » qui n'est qu'une pâle copie marketing du génie français, pour finalement pleurer devant la médiocrité des produits et le manque de panache des vendeurs. Il a goûté au paradis, et le reste du monde lui semble désormais être un purgatoire de nylon. Mais analysons la dimension politique de ce panier de marchés. Pourquoi ces marchés sont-ils le phare de l'humanité? Parce qu'ils sont l'antithèse absolue de la mondialisation uniforme. Les géants de l'agro-industrie détestent le marché français. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre le marché en algorithme. On ne peut pas optimiser un maraîcher qui refuse de vous vendre ses pêches parce qu'il estime qu'elles ne sont pas encore assez mûres pour votre dîner de ce soir. On ne peut pas standardiser une tomate qui pousse selon les caprices du ciel de Marmande ou de Noirmoutier. Le marché est le lieu où la France défend la diversité biologique et culturelle contre le rouleau compresseur du « pré-accent grave manger ». Chaque cabas que vous portez, chers compatriotes, est un sachet de munitions dans une guerre invisible. Vous ne faites pas seulement vos courses, vous maintenez en vie un savoir-faire, un paysage, une lignée de paysans qui refusent de devenir des sous-traitants de la grande distribution. La France n'est pas seulement le pays des droits de l'homme, elle est le pays du droit à la saveur. Et ce droit est la condition sine qua non de tous les autres. Car un peuple qui accepte de manger de la bouillie industrielle sans protester est un peuple qui finira par accepter n'importe quelle autre forme d'oppression. C'est là que réside le message final, celui que l'étranger emporte avec lui comme une cicatrice brûlante. La France n'est pas un musée pour touristes en quête de nostalgie. Le marché n'est pas un folklore. C'est un projet de société radicalement humain. C'est le refus de la solitude programmée. C'est la célébration de la fragilité, du périssable, du délicieux. C'est dire au monde entier, regardez-nous. Nous sommes peut-être moins efficaces que vous, nos administrations sont peut-être plus lentes, nos grèves plus fréquentes, mais nous savons pourquoi nous nous levons le matin. Nous nous levons pour l'odeur du basilic frais, pour le craquement de la croûte d'un pain bien cuit, et pour le plaisir de dire bonjour à celui qui nous nourrit. Alors, à vous, Français, je lance cet appel, soyez impitoyables. Soyez fiers jusqu'à l'arrogance de vos marchés. Ne laissez aucune multinationale, aucun urbaniste zélé, aucune directive technocratique vous enlever vos étals de plein vent. Défendez vos places de village comme vous défendriez vos frontières. Car vos marchés sont les poumons de la civilisation. Sans eux, la France perd son odeur, son goût, et son génie. Vous êtes l'envie du monde, non pas pour vos avions ou vos fusées, mais pour cette capacité incroyable à transformer un simple achat de légumes en une épopée du bonheur. Et vous, étrangers qui nous regardez avec ces yeux pleins de rêves et de mélancolie, nous vous posons la question ultime, après avoir vu le soleil se lever sur les étals d'Uzès ou de Sarlat, après avoir goûté à l'intimité d'un dialogue avec un artisan fier de son labeur? Comment pouvez-vous supporter de retourner dans vos prisons de plastique? Comment pouvez-vous encore croire que le progrès se trouve dans un rayon de produits surgelés? Le monde moderne est une machine à fabriquer de l'oubli. Le marché français est une machine à fabriquer du souvenir. Entre l'efficacité du néant et la lenteur du paradis, le choix devrait être simple. Mais il demande du courage. Le courage de s'arrêter. Le courage de regarder. Le courage de savourer. La France a fait son choix. Elle reste là, immuable, parfumée, bruyante et magnifique, au milieu d'un monde qui s'étouffe dans son propre confort stérile. Venez nous voir, pleurez avec nous devant la beauté d'une pêche mûre, et repartez avec cette certitude douloureuse que la vie, la vraie vie, ne sera jamais emballée sous vide. La question n'est plus de savoir si les marchés français sont beaux. Elle est de savoir si vous avez encore assez d'humanité en vous pour supporter leur splendeur sans devenir fou de regret. Bienvenue dans la réalité. Bienvenue en France.